Dans les maternelles d'Afrique, on parle aussi de sujets santé. Vous voulez en savoir plus? Suivez-moi. Aujourd'hui, au Maternelles d'Afrique, nous irons à votre écoute pour échanger sur l'infertilité. Puis, les enfants de la récré nous diront ce qu'ils veulent faire plus tard. Dans notre rubrique de femmes inspirantes, elles l'ont fait, nous recevons Essie Kodjo. Et enfin, nous terminerons en beauté avec la rubrique Papaye et Carité, où nous recevons Kadi Touré. Mais pour commencer, nous allons répondre à vos questions sur l'alimentation dans notre rubrique Miam Miam. Alors aujourd'hui, je vais répondre à la question d'Isabelle qui nous écrit de Bobo Dioulasso au Burkina Faso. Elle me demande: que donner à manger à mon enfant après une intoxication alimentaire ou une gastro? L'intoxication alimentaire ou la gastro, c'est vraiment une phase très difficile pour les enfants. C'est vraiment pas agréable. Ça se manifeste par de la diarrhée ou des vomissements. Et pendant cette diarrhée et ces vomissements, l'enfant donc est très fatigué et sa flore intestinale est fragilisée. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a demandé à notre nutritionniste, au docteur Amenito, ce qu'il en pensait. Il a dit une chose très importante, c'est l'hydratation. Quand vous vomissez ou que votre enfant vomit ou qu'il a la diarrhée, il perd beaucoup d'eau. Donc l'idée, c'est de compenser cette perte d'eau en lui donnant donc beaucoup d'eau. Il faut boire énormément. Vous allez faire attention à ménager sa flore intestinale en lui donnant donc des aliments qui vont plutôt être assimilés par son intestin de façon lente, donc des sucres lents. On va éviter tout ce qui est fibres. Donc les légumes crus, les fruits, tout ce qui est friture et autres, parce que ça par contre, comme la flore intestinale de l'enfant va être fragilisée, on va éviter de lui donner trop de travail et l'agresser. Et on va aller plutôt donc sur des aliments comme le riz, comme le gari, comme au Bénin on dit le wo, au Togo la koumé, ou bien encore en Côte d'Ivoire la tchéké. Donc vous allez sur des sucres lents comme ça, et là vous donnez des petites quantités, et au fur et à mesure la flore intestinale de votre enfant va se reconstruire. Tout à l'heure, je vous parlais de fatigue et de coups de mou. Vous savez, à force de vomir et d'avoir la diarrhée, l'organisme de l'enfant est fatigué. Il y a un fruit chez nous qui est excellent contre la fatigue, c'est le baobab. Dans le baobab, en fait, vous avez plus de vitamines que dans l'orange, plus de vitamine C que dans l'orange, vous avez plus de calcium que dans le lait, et c'est bourré de protéines et c'est bourré de fibres. Donc c'est vraiment extraordinaire. Et en plus, le baobab, on le trouve sous plusieurs formes, en poudre, on en consomme l'écorce, le jus, les racines, c'est super. D'ailleurs, je vais en prendre un petit peu. Vous savez que le baobab, c'est super aussi contre la diarrhée. Ça permet aussi de lutter contre la constipation et contre les crampes musculaires. Donc le baobab, c'est magique. Donc Isabelle, j'espère que j'ai répondu à votre question. Si vous aussi, vous avez des idées de recettes, vous savez, d'aliments ou de recettes de grand-mère que l'on consomme après l'intoxication alimentaire ou une gastro, ou si vous avez des questions sur l'alimentation auxquelles vous souhaitez que je réponde, vous n'hésitez pas à les poster sur la page Facebook des Maternelles d'Afrique. Le parcours du combattant, vous savez ce que c'est? Eh bien, ça porte bien son nom. Quand on rentre dans cette aventure, dans cette difficulté de procréation, c'est un véritable parcours que l'on traverse donc avec son conjoint. Certaines fois, ça arrive que le conjoint le perde en route, mais c'est un véritable parcours. Et c'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui, surtout sur un continent où il y a un véritable paradoxe, puisque on sait que 3 couples sur 10 ont des difficultés à procréer. Nous avons la chance au Maternelles d'Afrique aujourd'hui de recevoir Mariam. Bonjour Mariam. Bonjour. Mariam, vous êtes ivoirienne, vous avez 27 ans, oui. Vous êtes mariée et vous êtes la maman de Aïchata qui a 3 ans. Oui. C'est ça, bienvenue oui. au Maternelles d'Afrique. Merci. Fatoumata, vous avez 38 ans, vous êtes ivoirienne, vous êtes mariée et vous êtes la maman de Ahmed qui a 17 ans et de Issouf qui a 5 ans. Oui.
Bienvenue, bienvenue Fatoumata. Et le professeur Touré. Professeur Touré, vous êtes chef de service de gynécologie et d'assistance médicale à la procréation médicale assistée à l'hôpital Mère-Enfant Dominique Ouattara. Bienvenue professeur, merci d'être là. Je vais commencer avec vous, Mariam. Mariam, donc, vous êtes mariée et là, il y a la pression de l'entourage qui vous dit mais ça vient pas, ça vient pas, ça vient pas. Ça se passe comment alors? Bon, au début, j'avais dit peut-être je vais aller attendre au moins 2 ans avant d'avoir des enfants. Bon, mais quand je suis mariée, mon avis a changé puisqu'il y avait la pression autour. Les gens, quand on partait dans les cérémonies, les gens disent « Mais depuis là, te marier, ça fait 6 mois, tu n'as pas encore arrivé à 1 an. » Bon, j'ai commencé à faire des traitements chez la gynéco, tout ça. Qu'est-ce que vous avez fait exactement? Est-ce qu'on vous a fait des analyses? Ça s'est passé comment concrètement? D'abord, ma gynéco m'a demandé de faire une échographie. Et puis après, elle a trouvé que j'avais une dystrophie ovarienne. Ah, excusez-moi, on va juste faire une petite pause et on va demander au professeur Touré de nous expliquer ce que c'est que la dystrophie ovarienne. C'est un trouble hormonal, pour résumer, qui va se caractériser par des troubles de l'ovulation. La femme va avoir du mal à mettre ses œufs entre guillemets. D'accord. Donc, on vous diagnostique une dystrophie ovarienne et donc qu'est-ce qui se passe après? Bon, elle m'a mis sur un traitement que je prenais du 2e, je ne sais plus, mais il y avait 2 traitements en fait. D'accord. Il y a un, je prenais du 16e au 25e, puis le 2e, je ne me rappelle pas trop. Très bien. Fatoumata, vous, comment vous êtes arrivée dans ce parcours du combattant? Déjà, je crois que vous avez attendu un certain temps. 12 ans. 12 ans. Pendant ces 12 ans-là, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que ça a pris autant de temps? Quand mon fils a eu 2 ans, j'ai commencé à chercher. Ah, vous aviez déjà un enfant, oui. Un garçon de 2 ans. Oui. D'accord. Et puis après les 2 ans, j'ai commencé à chercher. Bon, ça ne venait pas. Bon, 5 ans. Il s'est que mes parents m'ont envoyé chez un médecin. On allait le voir. Et puis on a dû faire des examens. Moi et mon mari, fait des examens. On a vu que je n'ai pas de problème. Du coup, donc, vous, c'était bon, c'était plutôt du côté de votre conjoint. Et votre conjoint, qu'est-ce que c'était, du coup? Bon, au niveau du sperme, bon, c'était pas trop bon. Donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes allés vers le professeur. Elle nous a dit de faire des examens. On en a fait des examens, j'ai envoyé le résultat au professeur. Elle m'a dit de venir avec mon mari. Donc, on est arrivé là, elle a dit bon, au lieu d'aller loin là, de ne pas aller là-bas, de faire l'insémination in vitro. Fécondation in vitro. Oui, fécondation in vitro. D'accord. Donc, on va juste faire une petite explication parce que le parcours du combattant, la procréation médicale assistée, la PMA, professeur Touré, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les différentes techniques, les différents processus de ce parcours? De façon globale, quand on parle de procréation médicalement assistée, c'est une procréation qu'on va créer un peu en laboratoire. Donc, la première, vraiment, c'est l'insémination artificielle, où on va prendre le sperme de monsieur, le travailler un peu au laboratoire et l'injecter directement dans l'utérus de madame. D'accord. Et il y a la deuxième méthode qui est un peu plus compliquée, où on va également prendre le sperme de monsieur, mais là encore, cette fois-ci, on prend aussi les ovules, les œufs de madame, qu'on va retirer, et on va créer la rencontre entre les deux au laboratoire. Et donc vous, Mariam, qu'est-ce que vous avez eu comme traitement? Est-ce que vous avez eu une insémination? Comment ça s'est... Non, je n'ai pas eu d'insémination. J'ai juste un traitement hormonal. D'accord. Après ça, j'ai arrêté le traitement peut-être pendant 1 mois. Le traitement était fini. Oui. Peut-être 1 mois après, comme ça, je suis tombée enceinte. Ah, d'accord. Donc, est-ce que c'est le traitement qui a fonctionné ou est-ce que c'était plutôt parce que vous avez tout oublié et puis là... Je me dis que peut-être c'est le fait que j'ai tout oublié parce qu'il y avait trop la pression. Je me disais, je veux avoir un enfant, je peux avoir un enfant. Mais au moment où j'ai relâché, où je ne pensais plus à ça, c'est venu. Écoutez, c'est une belle histoire. Hein. Et pour vous, Fatoumata, donc vous, c'était la fécondation in vitro. Oui. Alors, c'était quoi le processus? Pour ceux qui ne savent pas, ça se passe comment? Quand on rentre dans le processus de fécondation in vitro, qu'est-ce qui se passe pour monsieur et madame? Bon, pour madame, il faut faire les traitements et puis prendre les œufs et prendre le sperme du monsieur pour mettre ensemble pour injecter. Mais le traitement, alors je vais vous dire, je pose la question précisément parce que moi aussi j'ai fait une fécondation in vitro, donc je sais ce que c'est. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où on bloque tout? Ou est-ce qu'il n'y a pas un moment où on met en préménopause? Oui, en fait, ça dépend des protocoles. Effectivement, vous décrivez très bien.
il y a des protocoles où on met, entre guillemets, en aménopause artificielle pour pouvoir mieux maîtriser les hormones de madame. Donc, nous, on est obligé de bloquer ces hormones et d'apporter les nôtres par des injections. Une fois que c'est bloqué, on relance la machine? Maintenant, nous, on relance par nos propres moyens. Mais là, contrôlé, suivi pour avoir un certain nombre d'œufs. Parce que quand madame travaille seule, en général, c'est 1 ou 2 œufs au maximum. Alors qu'en fécondation, on en veut plusieurs. Et donc, vous, le traitement, qu'est-ce que c'était? C'était des comprimés, des piqûres, des massages, c'était quoi? Moi, c'était des injections dans le ventre. Des injections dans sur la main, souvent. Et comment ça se passait, ces injections? Est-ce que c'était agréable? Oui. C'était agréable. Parce que je voulais, j'étais contente, donc je ne sentais pas la douleur. Je vais enfin faire mon bébé. D'accord. Donc, une fois qu'on a fini les injections, on prélevé le sperme et ils ont fait donc la petite magie. Là. Et donc, ils ont fait la fécondation in vitro. Ça a marché tout de suite? Oui. Ils vous ont transféré combien d'embryons? 4. 4 embryons? Waouh! Et donc, sur les 4 embryons, il y en a un. Vous auriez aimé avoir les 4 ou... Oui. C'est un véritable parcours. Ce que j'aimerais savoir, Mariam, entre la période justement où vous aviez... C'était difficile. C'est difficile quand vous faisiez le traitement. Comment ça se passait avec votre conjoint? Sincèrement, il m'a beaucoup soutenue. C'est vrai? Voilà, parce que beaucoup de fois, c'est moi-même, j'étais stressée. Lui me disait toujours d'attendre que le moment que Dieu va choisir, l'enfant va venir. Qu'il ne suffit pas d'avoir beaucoup d'enfants, mais un seul, s'il est bien éduqué, c'est l'essentiel. Le temps que Dieu va choisir, ça va venir. Oh là là, c'est beau. Fatoumata, comment ça s'est passé, vous, avec votre conjoint? C'est une épreuve pour le couple. Comment vous avez survécu à cette épreuve, tous les deux? La première fois, quand on allait voir le professeur, il ne voulait pas faire le traitement, une chose directement. Votre mari? Il voulait forcément faire un traitement. Donc après, moi, je lui ai dit non. Toi, tu es encore jeune, moi, je prends de l'âge. Je suis une femme, c'est vrai, j'ai déjà 33 ans. Mais je prends de l'âge, donc moi, je ne vais pas t'attendre. Donc moi, j'ai commencé à appeler, puis je suis sorti du bureau. Je l'ai laissé, j'ai pris mon bac et je suis parti. Il a pris sa voiture. Et quand j'étais dans le bac, il m'a envoyé un message, non, ne pleure pas. Il ne faut pas sentir, si on arrive à la maison, on va discuter. Quand on a discuté, puis il m'a compris. Puis on est allé voir le professeur encore pour lui dire, on va faire directement l'insémination in vitro. Il a été avec vous dans toutes les étapes, il vous a accompagné sur toutes les étapes. Oui, d'accord. c'est bien passé. Alors, professeur Touré, est-ce que vous avez des exemples de couples où ça ne s'est pas forcément bien terminé, comme pour Mariam et Fatoumata? Ça arrive souvent parce que d'abord, au départ, il y a certains couples qui recherchent un enfant pour consolider le couple. Ça, c'est une autre histoire. Ça ne va déjà pas. Donc, on s'accroche à la venue de l'enfant pour renforcer. Bon, souvent, ça, c'est un mauvais calcul. Et puis après, ça va peut-être plus ou moins, mais à la pression du médical. Il faut avoir des rapports à telle heure, tel jour. C'est un peu médicalisé, mécanisé. Donc, parfois, monsieur vient, il est fatigué. Madame est en train de faire ses injections. Monsieur ne peut plus avoir de rapport. Elle prend ça pour de la mauvaise volonté. Donc, l'ambiance devient délétère. Il y a une étude qui est passée en France où il y a 14% de couples quand même, un an après l'AMP, qui sont séparés. Que vous dites AMP, c'est l'assistance médicale à la procréation. Toutes ces techniques où il y a l'intrusion médicale. Parce qu'une fois qu'on va à l'hôpital, il y a l'intrusion du médecin. Il faut faire tel jour et pas tel autre. Alors, finalement, on n'est plus un couple, on se retrouve à 3 en fait. Donc, il y a les médecins. C'est un couple à 3. C'est un couple à 3. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Il faut être préparé. Donc quand le couple déjà flanche un peu, donc ça ne va pas arranger les choses. Ça ne va pas aider. Non. Ça, c'est sûr. Professeur Touré, quand je démarrais donc, la rubrique, je disais qu'on est dans un paradoxe dans ce pays. On a un taux de natalité qui est important en Afrique subsaharienne, mais on a quand même 3 couples sur 10 qui ont du mal à procréer. D'après vous, c'est à cause de quoi ça? C'est dû à quoi? Toutes ces dames, tous ces couples appartiennent au même contexte social, n'est-ce pas? Parce qu'en même temps, tout est basé sur l'éducation, entre guillemets. En même temps que la couverture contraceptive n'est pas suffisante, en même temps, l'éducation sanitaire aussi n'est pas suffisante. Donc, on fait beaucoup d'enfants parce qu'on ne sait pas, c'est encore une richesse dans certains milieux. On n'a pas accès à la contraception, mais en même temps, de l'autre côté, il y a beaucoup d'infections. Infections mal traitées, mal suivies. Quand on a mal au ventre, on prend un médicament pour calmer les douleurs, alors que parfois, c'est une infection qui commence. Donc, la prise en charge de ces infections va créer des problèmes au niveau des trompes. Si elles ont échappé à ces infections, elles ont beaucoup d'enfants. Mais
quand elles n'ont pas échappé, elles se retrouvent infertiles. Donc ça se comprend aisément. Alors, une dernière question que moi-même je me posais à l'époque, je pense que c'est une question plutôt protocolaire. Comment on sait justement que, à partir de quand on sait que, ah ben là, c'est difficile, à quel moment on sait qu'il faut consulter? Avant, on disait 2 ans, 2 ans. Donc, avant 2 ans, bon, à moins d'antécédents particuliers, connus, on disait, bon, 2 ans, sans stress. Mais maintenant, c'est 1 an. Au bout d'1 an, déjà, il faut consulter. Et plus on est âgé, plus ce délai est raccourci. Par exemple, à plus de 40 ans, on vous dit déjà, au bout de 6 mois, il faut consulter. Alors qu'on sait qu'au même âge, c'est plus difficile d'avoir un enfant. On ne l'aura pas en 1 an, on peut l'avoir sur 2 ans. Mais déjà, c'est un peu paradoxe. C'est paradoxal. Donc voilà, justement, l'âge aussi est important. Parce que quand on a 23 ans, 23 ans et que tout va bien, machin, effectivement, ouais, je comprends c'est parfaitement. pas la même chose. Avec l'âge, en fait, on refait au laboratoire ce qui se passe naturellement. Ce n'est pas des miracles. On essaye peut-être de court-circuiter certaines étapes, mais tous les problèmes qu'on retrouve en naturel, on les retrouve en procréation médicalement assistée. Et cette procréation ne rattrape pas les effets de l'âge. Et j'ai une dernière question à vous poser. Moi, je me souviens qu'on avait rencontré une psychologue qui nous avait posé des questions sur comment ça se passait à la maison. Alors, j'avais trouvé ça très étrange parce que quand on et c'est là effectivement la difficulté quand on fait rentrer les médecins, parce qu'avant, quand les médecins ne sont pas dans la chambre, il n'y a pas de psychologue qui vient nous demander, avant de faire un enfant, on va voir si vous êtes apte à avoir un enfant. Hein. Alors, pourquoi, d'après vous, pourquoi est-ce qu'on nous a fait voir un psychologue? Bon, effectivement, c'est une démarche normale et je devine où vous avez fait votre fille parce que bon, mais en fait c'est normal. Quand un enfant vient naturellement, bon, il vient naturellement, on ne peut pas avoir la maîtrise sur la vie de tout le monde. Mais une fois que vous impliquez le médical, nous nous sentons responsables. Est-ce que les parents sont aptes psychologiquement? Parce que comme je vous disais, il y a des parents qui attendent cet enfant pour consolider le couple. C'est une large responsabilité pour un enfant. Et s'il n'arrive pas à consolider le couple, qu'est-ce qu'on fait? Parfois, il y a des bébés médicaments. On veut un bébé parce qu'il faut sauver le frère qui a un cancer et tout. Mais et si l'enfant vient qu'il n'est pas compatible avec le frère, qu'est-ce qu'on fait? On le rejette, on lui en veut. Donc, la psychologue, parfois, déjà, le médecin, il sent que le projet est un peu galvaudé pour certaines raisons. Donc, il vous envoie, indépendamment du fait que c'est une procédure qui est lourde, il vous envoie pour voir la réalité de votre projet parental. Sur quoi ça repose. Ça, c'est important parce que le médecin devient responsable. C'est un couple à 3. Quand vous le faites seul, il n'y a pas de problème. Mais une fois que vous mettez le médical, on devient parent aussi. Donc... Eh bien, vous l'avez dit, professeur Touré, c'est super, vous m'avez donné ma conclusion. La procréation médicale assistée, le parcours du combattant, c'est couple à 3. Ce que je retiens, en fait, c'est que c'est vraiment quelque chose de difficile. Il faut être soudé. Soudé déjà avec son conjoint, avec sa conjointe. Il faut être bien entouré parce que certaines fois, on se lance dedans, on a 23 ans, ça va bien, ça fait 3 mois qu'on essaie, ça ne marche pas, mais il faut attendre, il faut juste être patient. Il ne faut pas le faire pour les mauvaises raisons parce qu'il y a la pression familiale. On fait un enfant parce qu'on a envie d'avoir un enfant, on ne fait pas un enfant parce que les oncles et les tantes, les cousins, les voisins nous disent qu'il faut absolument avoir un enfant. Voilà, donc écoutez, je vous remercie Mariam et Fatoumata d'être venues témoigner. Surtout en Afrique subsaharienne, c'est pas facile de venir parler de ça, mais je sais que vous l'avez fait pour encourager les autres parents qui sont eux-mêmes en train de vivre ce parcours-là. Donc, merci beaucoup pour vous. Merci à vous aussi. Merci, professeur Touré, pour ce que vous faites. Je sais que vous faites un excellent travail à l'hôpital Mère-Enfant. Je vous souhaite donc une bonne continuation et j'espère vous revoir à la Maison des maternelles d'Afrique. Avec plaisir. En attendant, je vais là aller rencontrer une de ces femmes inspirantes, mais avant, la récré. Je veux être une chanteuse comme ma mère. J'aimerais bien être une scientiste et une mathématicienne. Un architecte, comme ça je construis les maisons. Je veux être un footballeur. J'aimerais bien être un mathématicien, un scientifique, un archéologiste. Et si, bonjour. Bonjour Angela. Comment allez-vous? Très bien, merci vous-même. Je vais bien. Est-ce que vous avez remarqué que j'ai un petit outil sympathique que je n'avais pas tout à l'heure? Eh bien, vous savez, ceci, ça nous a été apporté par Essie et c'est fabriqué par la marque Perle Épagne. Comment est-ce que
Perle Épagne est née? J'avais juste envie de me faire un sac qui me ressemblait. Des racines complètement africaines et des ailes complètement occidentales. Je ne trouvais pas. J'ai commencé à essayer de le faire, à travailler avec plusieurs artisans. Un beau sac, puis après un autre, et ça plaisait. Et jusqu'au jour où quelqu'un a voulu en commander plein, et on a acheté des machines et l'aventure a commencé. Quel a été pour vous le plus beau moment de votre aventure Perle Épagne? Il y en a eu plusieurs. Donc cette première commande-là, comme je disais, et pour un client qui nous a fait confiance et on n'y croyait pas. Le business s'est mis en place, donc c'était vraiment un moment déterminant. Et il y en a eu d'autres. On a participé au projet de conférencier pour le sommet sur la sécurité maritime au Togo. Donc des projets qui nous dépassent, donc des moments extraordinaires. Et puis quand vous avez des artisanes qui ne croient pas réellement en ce que vous voulez faire, vous leur expliquez et à un moment donné, la magie opère. Et là, c'est juste le bonheur. J'imagine, parce qu'en fait, Perle Épagne, c'est quoi? C'est beaucoup de choses. Donc, vous faites des housses pour téléphone, vous faites des housses pour bouteilles, vous faites donc des dessous de verre. Regardez-moi ça, comment c'est joli, c'est bien fini. Vous avez même développé aujourd'hui des petites, quoi, ce sont des petits pots avec des amuse-bouches, c'est ça? Exactement. L'aventure entrepreneuriale qui a commencé avec Perle Épagne a donné envie d'en faire d'autres. Donc, du coup, oui, Perle Épagne, c'est 3 gammes. Une gamme corporate, une gamme maison et une gamme accessoires pour nous les femmes. Ouais. Et j'ai continué juste, cette fibre entrepreneuriale s'est développée et comment transformer des petites choses de tous les jours en quelque chose de plus moderne, en quelque chose qui ressemble beaucoup plus à l'Occident, à la rigueur, à tout ce qu'on a appris là-bas. Et donc, on a commencé les amuse-bouches. Donc, c'est Saveurs d'Africa. C'est la primeur, là, parce qu'on n'a même pas encore fait l'étiquetage et tout. Et je viens quand même vous en parler parce que c'est un projet dans lequel je crois absolument. Un projet coup de cœur. C'est ces amuse-bouches qu'on aime manger quand on revient de l'Occident, mais qu'on a du mal à exporter. Et là, du coup, dès qu'on a trouvé ce packaging, super. On s'est dit il faut absolument arriver à offrir ces choses-là. Donc, c'est que des amuse-bouches du pays. Je voulais vous demander, vous savez, il y a des femmes qui nous regardent, de jeunes femmes, des femmes moins jeunes, qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat et qui hésitent. Quels conseils vous pourriez leur donner? Est-ce que vous avez eu des difficultés? Des difficultés, il y en a toujours et il y en aura toujours. Et heureusement d'ailleurs qu'il y en a parce que ça vous conforte dans le choix que vous faites. À ces femmes, j'ai juste envie de dire sautez parce qu'il n'y a rien de tel que de sauter, que de commencer, que de s'y mettre. En tant que chrétienne, je crois qu'on est tous là pour quelque chose et toutes les personnes qui sont venues à quelque chose. Donc cette chose, il faut la laisser s'épanouir. Donc quelqu'un qui a un projet dans son cœur, quelqu'un qui a envie de faire quelque chose, faites-le. Bon, en tout cas, vous êtes venu avec beaucoup de choses, comme une businesswoman. Donc, votre sac, je vois là, vous avez votre housse de téléphone et votre calepin. Oui. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est un cadeau pour vous, pour votre rubrique Miam Miam. Je me suis dit, là, vous n'allez pas tâcher vos jolies tenues. Donc, c'est un joli tablier Perle Épagne pour vous. Oh, excellent. Eh bien, écoutez, merci d'être venue. Merci beaucoup, Angela. Je rappelle que vous êtes togolaise et que vous êtes la créatrice de Perle Épagne. Vous faites vraiment de très belles choses. Merci beaucoup. On est fiers de recevoir dans cette rubrique Elles l'ont fait des femmes inspirantes comme vous. Merci beaucoup. Je vous dis à bientôt. À très bientôt, Angela. Bon, je garde la housse. Oui, ben oui. À bientôt. À très bientôt. Au revoir. Bonjour Kadi. Bonjour Angela. Bienvenue au Maternelle d'Afrique. Merci. Vous êtes cinéaste. Vous êtes productrice, actrice. Vous disiez que vous étiez entrepreneur aussi. Oui. Maman. Oui. Mais c'est incroyable. Comment est-ce que vous faites pour cumuler toutes ces fonctions en une seule et même personne? C'est une question d'organisation. Ouais. Et puis j'ai des gens qui m'aident aussi, j'avoue. Vous avez des enfants, donc ils ont quel âge vos enfants? J'ai un seul enfant qui a 3 mois. Qui a 3 mois? Oui. Oh, félicitations. Oh là là. Aujourd'hui, vous avez une astuce beauté à nous présenter. Ouais. C'est quoi votre astuce? L'eau de rose, c'est pour le visage principalement. D'accord. Donc l'eau de rose, c'est un antibactérien naturel. C'est le secret de beauté des femmes arabes. L'eau de rose permet de garder le visage toujours propre. Souvent, quand tu sors le matin, avec le soleil, la chaleur et tout, tu as le visage qui est un peu... Non, avec l'eau de rose, non. Ça te tient le maquillage, ton visage ne bouge pas et puis tu as un visage plus brillant. Voilà. Donc vous appliquez l'eau de rose comment? C'est le matin après la douche? Alors dès que tu finis de prendre ta douche le matin, tu mets un peu d'eau de rose, tu laisses souffler juste un peu et ensuite tu mets le maquillage. Si tu décides de ne pas te maquiller, tu peux sortir comme ça, tu as toujours le visage un peu mat. Ah oui d'accord, donc pour les personnes qui ont la peau grasse, c'est super, ça permet de matifier la peau. Exactement. Extraordinaire. Alors Kadi, justement, autre actualité, à part le fait d'être maman d'un petit garçon de 3 mois. Alors, il y a l'Interprète 2 qui est sorti en août. Il y a une tournée à l'international, au Burkina, au Canada,
à Dakar. Alors écoutez, je suis vraiment ravie de vous avoir reçu. C'est du jus d'orange. D'accord. C'est parfait.